Alors, ça, c'est une question intéressante parce que la problématique qui est décrite ici, c'est la problématique d'une infection urinaire peu symptomatique. Donc là, il y a une précision à faire sur la définition même de la cystite. La cystite, comme toutes les pathologies en IT, c'est une problématique qui est inflammatoire, avant toute chose. Elle peut être, donc c'est une inflammation des voies urinaires qui peut dériver de la présence d'un agent pathogène dans la vessie, donc elle peut être d'origine infectieuse, mais elle peut aussi être simplement inflammatoire. Donc on parle toujours de cystite, on parle toujours de cystite pour parler de cystite bactérienne. Mais il existe un autre appellatif, on va dire, qui est celle de l'infection urinaire asymptomatique ou peu symptomatique. Et cette distinction, elle est importante parce que là, ce qui est décrit, c'est l'infection urinaire peu symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui vous permettent d'aller faire un ECBU qui va confirmer qu'il y a bien effectivement une colonisation bactérienne des voies urinaires. Ces symptômes sont la pression vésicale, l'augmentation du nombre de mictions dans la journée et puis l'odeur des urines qui est caractéristique de la présence bactérienne. Mais il n'y a pas de symptômes de nature inflammatoire. Il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de poids qui devient plus que fastidieux, douloureux. Il n'y a pas de handicap dans votre quotidien. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que vous arrivez quand même à vaquer à vos occupations. Dans une situation comme celle-ci, les guides de bonne pratique, donc je fais référence à la littérature scientifique et à ce qui fait consensus, les guides de bonne pratique, actuellement, vu les nombreuses alertes, notamment de l'OMS et de l'HAS, sur l'usage répété d'antibiotiques qui peut conduire à des situations ou d'antibiotico-résistance ou d'aggravation de la problématique inflammatoire sans pour autant avoir résolu la problématique bactérienne. Donc, vu les récentes qui ne sont pas tant que ça fait 10 ans qu'ils nous le disent, recommandations en urologie, dans une situation comme la vôtre, il pourrait, avec l'accord de votre médecin et en fonction de votre dossier médical, à condition que vous n'ayez pas de facteur de risque de complication d'une infection urinaire basse, il pourrait être intéressant de prendre en charge votre infection urinaire peu symptomatique, non pas avec un antibiotique, mais avec, en première intention, une approche naturelle. Pourquoi? Parce que, alors la première des choses, c'est qu'on voit que votre prise en charge avec l'antibiotique, c'est un sachet, donc vous traitez de manière répétitive des infections urinaires qui reviennent, qui sont chroniques et récidivantes, avec un antibiotique monodose à large spectre, donc un petit peu à l'aveugle. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, n'est pas efficace sur le long terme. C'est-à-dire qu'on le sait, les recommandations nous le disent, l'utilisation d'une monodose, c'est pour la cystite aiguë simple, non compliquée, non récidivante. À partir du moment où vous êtes dans une problématique de récidive, il faudrait changer votre fusil d'épaule en termes de stratégie. Ça, c'est à voir avec le médecin. Mais au-delà de ça, vous pourriez, avant d'avoir recours à l'antibiotique, toujours si votre médecin vous donne le feu vert, utiliser une approche naturelle vraiment ciblée contre la présence bactérienne. Donc, laissez tomber un peu les mesures anti-inflammatoires dont on parle beaucoup et qui sont bien utiles pour soulager la cystite quand la cystite est très fortement symptomatologique, ce qui n'est pas votre cas, et allez taper directement sur ce qui vous gêne, c'est-à-dire la présence bactérienne. Et donc, pour faire ça, dans la mesure où on est dans une situation chronique, on va évidemment utiliser Osilium NAC parce qu'il y a très probablement présence de biofilms pathogènes qui sont la cause numéro 1 des rechutes successives, parce que dans votre cas, on ne parle plus de récidive, mais on parle de rechutes, des rechutes successives d'une même infection qui est tout le temps là à l'état latent. Donc, on va utiliser Osilium NAC. Et on peut, pour augmenter le dosage, pour travailler avec des hauts dosages en démanose, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est d'éliminer les colonies bactériennes qui sont responsables des odeurs et de l'augmentation des fréquences mictionnelles et de la pression vésicale. On va utiliser tout simplement un démanose 100%. Extrait du bouleau, c'est important, donc pas d'extraction forcée du maïs ou du glucose, comme peut être Osilium Light, à raison de 4 à 6 grammes par jour, étiolé en 4 à 6 prises de 1 gramme sur les 24 heures. Donc, typiquement, un schéma posologique, pour vous donner une solution concrète, un schéma posologique qu'on conseillerait dans une situation comme la vôtre, c'est Osilium NAC plus Osilium Light en prise conjointe, c'est-à-dire un flacon de Osilium NAC et une mesurette d'Osilium Light dans un fond d'eau, 3 fois par jour, de préférence loin des repas.
éventuellement à augmenter au niveau de Osilium Light à 4 à 6 fois par jour, comme on l'a dit précédemment. Et juste pour compléter, parce qu'en fait cette question était en plusieurs temps, elle nous disait combien de temps faut-il faire Osilium NAC et y a-t-il autre chose à faire? Donc, y a-t-il autre chose à faire? Je viens de vous le dire, Osilium NAC et Osilium Light à mettre ensemble. Combien de temps jusqu'à obtention d'un ECBU négatif ou d'un ECBU stérile ou d'un ECBU négatif, c'est-à-dire un ECBU qui va relever une présence bactérienne mais inférieure à 10 puissance 3. Donc, au niveau de la durée, la question de combien de temps mettre en place le protocole, elle est sur les lèvres de tout le monde, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse standard, dans le sens où la durée, elle va dépendre au cas par cas des facteurs de risque, de l'ancienneté de la problématique, de la prise en charge globale de la personne. C'est-à-dire que s'il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés à la présence de biofilms, et il y a toujours d'autres facteurs de risque qui sont associés à la présence de biofilms, est-ce qu'ils ont bien été identifiés? Est-ce qu'ils sont correctement maîtrisés, correctement pris en charge? En l'occurrence, dans une situation comme celle-ci, où il y a eu un usage très répété d'antibiotiques monodoses, il y a très probablement une dysbiose et vaginale et intestinale qui doit être prise en charge pour restaurer une flore et intestinale et vaginale abondante, équilibrée, et donc une compétence immunitaire qui soit correcte et qui permette d'aider votre approche naturelle, que votre corps reprenne le relais au niveau immunitaire pour aider votre approche naturelle à chasser les pathogènes. Donc voilà, tous ces éléments-là vont contribuer à définir une durée à mettre en place. On a des témoignages qui nous parlent de 1 mois, on a des témoignages qui nous parlent de 3 mois, on a des témoignages qui nous parlent de 6 mois. Donc c'est vraiment très variable d'un individu à l'autre, sachant qu'il existe des situations, donc là vraiment en ayant pris l'avis médical, en ayant consulté un spécialiste comme par exemple un infectiologue ou un urologue. Moi, j'ai des clientes qui vivent perpétuellement avec une présence bactérienne dans les voies urinaires, mais maintiennent un confort et une qualité de vie qui est optimale en prenant simplement 1 ou 2 mesurettes de Osilium Forte par jour après avoir suivi ce protocole Osilium NAC et Osilium Light sur une période de 3 à 6 mois. Donc, toutes les situations sont possibles et il est aussi possible de vivre pendant des années avec une présence bactérienne dans les voies urinaires tout en ayant une quasi-absence de symptômes. L'odeur des urines devrait malgré tout rester dans une moindre mesure, mais devrait rester. C'est l'un des derniers symptômes qui nous permet encore de comprendre qu'il y a une présence bactérienne et sans qu'il y ait de complications. Donc ça, c'est à la condition de ne pas avoir de facteur de risque et c'est le médecin qui peut faire cette évaluation.